Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, on est heureux de vous retrouver pour une nouvelle matinale RSM. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas et qui nous rejoignent notre format pour la première fois, les matinales RSM, ce sont des webinaires que l'on vous propose le vendredi matin et qui permettent d'aborder des sujets d'actualité qui concernent votre entreprise en lien avec les différents et nombreux domaines d'expertise de RSM, donc RH, social, fiscal ou encore financier. Et donc du coup, cette semaine, on se retrouve avec une thématique RH sur le licenciement disciplinaire pour savoir comment sécuriser une sanction légitime pour éviter un risque prud'homal. Pour ce qui est de nos intervenants de ce matin, donc nous avons Jean-Marc Morel, qui est associé conseil RH social et paye, et Bonjour. Kim Schaeffer, qui est responsable du pôle droit social. Bonjour. Avant de rentrer, pardon. Avant de rentrer dans le vif du sujet, quelques mots très rapides sur le réseau RSM. Donc, nous sommes un cabinet d'expertise comptable, d'audit et de conseil. En France, RSM, c'est un réseau de proximité en étant présent dans les principaux pôles régionaux. Et puis RSM, c'est également un réseau à l'international, puisque nous sommes le 6e réseau mondial d'audit, d'expertise comptable, et de conseil. Je vais du coup laisser la parole à nos intervenants pour dérouler et décrypter le sujet de ce matin. Bonjour à tous et à toutes. Nous sommes ravis de vous retrouver ce matin pour cette matinale consacrée à un sujet aussi sensible que stratégique, le licenciement disciplinaire et surtout comment éviter qu'une sanction ne devienne un risque prud'homal coûteux. Donc pourquoi parler de ça? Parce que le licenciement disciplinaire, c'est souvent là que tout se joue. Entre l'autorité de l'employeur et la protection du salarié, l'équilibre est parfois fragile. Et un seul faux pas, une procédure un peu trop rapide, une lettre mal rédigée, une faute mal qualifiée peut transformer une décision justifiée en un contentieux long, coûteux, déstabilisant. Voilà. Donc aujourd'hui, notre objectif, c'est de sécuriser vos décisions disciplinaires à chaque étape et pour agir avec justesse et rigueur juridique. Donc nous allons ensemble nous arrêter sur les 4 piliers essentiels d'un licenciement disciplinaire solide. C'est-à-dire, Jean-Marc va nous présenter le rôle incontournable du règlement intérieur. Ensuite, nous verrons les différents degrés de faute, simple, grave, lourde, la procédure de licenciement pas à pas. Et enfin, nous terminerons par des petits cas pratiques qui permettent de débusquer les erreurs à éviter et de préconiser de bonnes pratiques. Voilà, et je laisse la parole à Jean-Marc qui va nous parler du règlement intérieur. Alors, au niveau du règlement intérieur, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que sans règlement intérieur, on va avoir du mal à sanctionner, puisque globalement, c'est le règlement intérieur qui va fixer les règles. Alors, la limite a changé, puisqu'aujourd'hui, c'est obligatoire dans l'entreprise de plus de 50 salariés. Ce n'est pas obligatoire pour l'entreprise de moins de 50 salariés. Mais sans règlement, comment est-ce que vous voulez sanctionner une faute? Il faut imaginer le code de la route. On a le code et on a la sanction qui va avec quand on a une infraction. C'est un peu la même chose avec le règlement intérieur. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir avoir les règles générales de l'entreprise. Il faut avoir l'échelle des sanctions. Et du coup, ça permet de bien voir, en fin de compte, les droits et les obligations des salariés. Ce qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est que c'est très difficile de sanctionner et qu'on prend un risque juridique si jamais on n'a pas de règlement intérieur qui stipule les règles de manière précise. Et quand on a du contentieux qui vient dessus, on a tout ce qui est vice de procédure, parce qu'en fait, on a réellement une faute du salarié à notre vue, mais vu qu'on n'a pas les textes qui nous permettent de qualifier cette faute, en fait, ça peut être remis en cause par le juge. Et puis au niveau managérial, c'est quand même très important d'avoir ce cadre qui nous permette en fait d'avoir une égalité de traitement entre tout le monde et de bien pouvoir doser les sanctions qui vont derrière. Et surtout de ne pas faire de l'arbitraire, puisque c'est ce qui est reproché en général quand on fait des fautes. Kim, si tu peux passer la diapo suivante.
Pardon. Ce qui est important au niveau du règlement intérieur, donc il faut le rédiger de façon claire et accessible. Il faut toujours associer le CSE à ce règlement, même si vous n'êtes pas dans l'obligation, hein, même si vous êtes moins de 50. Et il faut former les managers et communiquer dessus. C'est un véritable outil de management. Hein. Ce n'est pas juste le livre des sanctions qui vont être mises en place, c'est quelle est la politique au niveau de l'entreprise et quel est le cadre général, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui nous permet en fin de compte de le mettre en place. Donc, ce qu'il faut retenir sur le règlement intérieur, c'est vraiment cette obligation de départ, puisque c'est le socle des sanctions que vous allez pouvoir donner et pouvoir faire au niveau de vos salariés. Donc, sans règlement intérieur, il n'y a pas de base solide pour sanctionner. Mais une fois le cadre posé, donc le règlement intérieur, encore faut-il savoir qualifier la faute parce que toutes les fautes ne se valent pas et le niveau de gravité va conditionner la sanction possible. Et c'est ce qu'on voit maintenant avec la partie sur les différents degrés de faute et leur impact sur les sanctions. Donc, commençons par la faute simple. La qualification de la faute, c'est vraiment une étape clé. C'est elle qui va conditionner la proportionnalité de la sanction et la solidité juridique du licenciement. Donc, la faute simple, c'est la moins grave, mais c'est déjà un manquement aux obligations du salarié. Par exemple, des retards répétés, une négligence dans le travail, le non-respect ponctuel de consignes. Ce type de comportement ne remet pas en cause la relation de travail elle-même. Le maintien du salarié reste possible, au moins temporairement, et la faute simple peut justifier une sanction disciplinaire comme un avertissement ou une mise à pied, et dans certains cas, un licenciement pour cause réelle et sérieuse, mais on le verra avec préavis et indemnité. Ensuite, on a le deuxième degré de faute, c'est la faute grave, qui induit l'impossibilité de maintenir le salarié dans son poste, même pendant la durée du préavis. La faute traduit un comportement incompatible avec la confiance nécessaire à la relation de travail. Là, on serait plutôt dans l'insubordination manifeste, l'abandon de poste injustifié. Entendons-nous bien, là, je parle d'abandon de poste, pas le salarié qui vient plus travailler pendant 2 semaines, parce que ça a été revu, mais un salarié qui est dans son poste et qui quitte l'entreprise, qui dit rien à personne, qui s'en va. Le vol, la dégradation volontaire, voilà. Donc, dans ce cas, dans un cas comme ça, le salarié peut, voire doit être mis à pied à titre conservatoire le temps qu'on enclenche une procédure. Et en cas de licenciement, il perd le droit au préavis et aux indemnités de licenciement. Mais attention, la faute grave suppose des faits précis, vérifiables et proportionnés. Une colère ou une erreur isolée ne suffisent pas à caractériser la faute grave. Les juges sont très, très attentifs à la cohérence du dossier et s'il n'y a pas de preuves concrètes ou si l'employeur, ça aussi c'est un point important, a toléré le comportement dans le passé sans jamais prendre de mesures, le licenciement pour faute grave ne tiendra pas forcément. Il faudra vraiment mettre le paquet pour le justifier. D'où l'importance de relever et d'acter des sanctions dès les premiers manquements, selon leur gravité, bien entendu. Il ne faut pas non plus tomber dans l'effet inverse et sanctionner tout et n'importe quoi. Mais voilà, c'est quand même important d'acter les choses dès le départ. Ensuite, on a le degré maximal de gravité de la faute. C'est la faute lourde qui nécessite quant à elle de pouvoir caractériser une intention de nuire à l'employeur. Donc vraiment une volonté de nuire à l'employeur. Elle se distingue de la faute grave par cette intention de nuire. Et concrètement, il faut démontrer que le salarié a agi volontairement pour porter préjudice à l'entreprise. Ça, c'est une notion qui est vraiment rare et qui est quand même très difficile à prouver. Par exemple, du sabotage de matériel, un détournement volontaire de clientèle, des violences, des harcèlements intentionnels.
Le harcèlement, bon, c'est aussi à prendre avec des pincettes parce que ça répond quand même à des critères particuliers. Et voilà, en cas de faute lourde, le salarié perd toutes les indemnités de licenciement, de préavis et compensatrices de congés payés. Il y a une jurisprudence dessus qui revient un petit peu sur la faute lourde au niveau de la perte des éléments. Et c'est vrai que logiquement, il y avait toute cette perte qui est un peu remise en cause par la jurisprudence actuelle. C'est toute la problématique de la faute lourde qui peut y avoir derrière. Et c'est surtout que… ah non, oui, pardon. Oui, pardon, Jean-Marc. Et le salarié conserve ses allocations au chômage. Ouais. Voilà, parce que, aussi bizarre que ça puisse paraître, la faute lourde et le licenciement pour faute lourde est quand même considéré comme une perte involontaire d'emploi. Bon. Mais encore une fois, il faut une intention démontrée, ce qui est quand même assez rarement le cas. Un point fondamental, c'est le contexte et la proportionnalité. C'est-à-dire que la sanction doit toujours être adaptée à la gravité du fait, mais aussi au contexte. Les juges prennent en compte l'ancienneté du salarié, le comportement habituel, les circonstances et surtout les antécédents disciplinaires. Par exemple, un retard isolé d'un salarié exemplaire depuis 10 ans ne justifie pas une mise à pied. En revanche, des retards répétés malgré plusieurs avertissements peuvent constituer une faute sérieuse. Et c'est là c'est ce qu'on appelle la gradation des sanctions. Et on ne passe pas d'un simple manquement à un licenciement du jour au lendemain, sauf cas extrême, évidemment. Il y a un petit cas pratique. Un petit cas pratique, oui. Donc, un salarié refuse d'appliquer une consigne de sécurité malgré un rappel oral de son supérieur. Kim, qu'est-ce qu'on fait? Un salarié, pardon, excuse-moi. J'ai un souci. Oui, alors le cas pratique là, qui est exposé, c'est le salarié qui refuse d'appliquer la consigne de sécurité. C'est celui qui est affiché. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Tout d'abord, il faut évaluer les faits. Donc, envisager la gravité, étudier la gravité. Pour ça suppose de se poser des questions, de s'interroger sur est-ce que c'est un refus ponctuel, un refus récurrent, est-ce qu'il y a un risque pour l'équipe, quelles sont les conséquences pour l'entreprise. Ensuite, il faut constituer un dossier, faire des enquêtes, recueillir selon la gravité des faits des témoignages, surtout acter des rapports, recenser des mails qui peuvent constituer le dossier. Ensuite, en fonction de tous ces éléments recueillis, on qualifie la faute. Est-ce que c'est une erreur simple? Est-ce que c'est un manquement grave? Est-ce qu'il y a réellement une intention de nuire à l'entreprise? Et ensuite, c'est là qu'on met en place, on adopte soit une mise à pied conservatoire si c'est nécessaire, et ensuite on met en place la procédure et on notifie la sanction, toujours en respectant les délais. Alors, différents types de sanctions. Jean-Marc, si tu veux enchaîner. Donc, les différents types de sanctions, on va avoir l'avertissement, le blâme, la mise à pied disciplinaire, la rétrogradation et le licenciement. Et vous voyez qu'en fait, ce panel de sanctions va vous permettre, en fin de compte, de ne pas tout de suite être sur le licenciement. On va parler dans quelques minutes là, de la mise à pied disciplinaire qui en est une. Et on a trop tendance à tout de suite aller sur le licenciement sans avoir utilisé en fait, le panel de sanctions. Attention, Kim le disait tout à l'heure, de ne pas faire systématiquement des remarques, parce que là, c'est plus du disciplinaire, ça s'appelle du harcèlement. Et les juges, en fin de compte, quand il y en a trop, en fin de compte, mais regardez, le salarié, il est harcelé. En fin de compte, dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il reçoit un mail, il reçoit un blâme, il reçoit quelque chose. Donc, il faut bien avoir, en fin de compte, cette logique. Ne rien faire et passer directement au licenciement, Kim, dans l'exemple tout à l'heure, l'a bien pris en compte, en fait, ça peut être remis en cause par le juge, parce qu'en fin de compte, on n'a pas instruit le dossier complètement.
et on n'a pas tous les niveaux en fin de compte qui nous permettent d'aller arriver au licenciement. Alors, bien sûr, hein, dans le cas d'un vol avec violence sur le chef d'entreprise, ça va être difficile d'être mis en cause. Et encore, j'ai eu le cas il y a quelques années, hein, le chef d'entreprise qui avait été tabassé par un salarié, le salarié l'a quand même attaqué au prud'homme. Bien entendu, il y avait tout le dossier qui allait bien et ça a été jugé en faveur de l'employeur. Mais vous voyez en fin de compte que systématiquement, dès qu'on attaque en fin de compte un licenciement disciplinaire, en fait, on risque le prud'homme. Donc, il faut bien avoir complètement tout le dossier qui va derrière. Et justement, je vais juste faire un petit focus sur la mise à pied disciplinaire. La mise à pied disciplinaire, c'est quelque chose qu'on oublie trop souvent. Et là, par contre, j'en parlais dernièrement avec un juge au prud'homme qui disait que c'était très, très rarement, c'était quasiment jamais remis en cause. Il n'y avait jamais de prud'homme à cause de la mise à pied disciplinaire. Ça veut dire que je ne suis pas du tout à la mise à pied conservatoire dont on va parler tout à l'heure. Hein. La mise à pied disciplinaire, le salarié, en fin de compte, a fait une faute. On va le priver pendant 2 jours, 3 jours. Hein, il faut que ce soit en proportion par rapport à la faute qui est commise et à la gravité des faits. En fait, on va priver le salarié de 2-3 jours de salaire. Parce que l'idée, elle est là. Hein. C'est-à-dire, en fin de compte, on dit, tu as fait une faute, t'es mis à pied et pendant 3 jours, tu ne viens pas travailler. Bien entendu, c'est une mesure disciplinaire, donc il faut une convocation, il faut un entretien. Cette mise à pied n'est pas rémunérée. Hein. La durée, elle est variable et elle, comme je disais, elle est en fonction de la gravité des faits. À partir du moment où on l'a mis en place, il faut informer clairement le salarié par écrit comme quoi il y a cette mise à pied disciplinaire. Et puis, derrière, on va pouvoir justifier les faits. Et pour le salarié, les faits, c'est qu'il y a une suspension du contrat de travail sans rémunération. Par contre, bien entendu, il y a un maintien des droits à l'ancienneté. Et attention, parce que ça, on le voit de temps en temps, il s'agit d'une sanction à part entière. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire une mise à pied disciplinaire et après faire un licenciement. Vous savez qu'il y a une règle absolue au niveau des sanctions, c'est qu'on ne peut sanctionner qu'une fois le salarié. Si jamais je lui fais un avertissement, je ne peux pas par la suite lui faire une mise à pied disciplinaire ou un licenciement. Donc faites très attention à ça parce qu'on a tendance de temps en temps à faire un avertissement aux collaborateurs ou une mise à pied disciplinaire si on le fait. Et puis en fait, on se dit, on réfléchit, on se dit, ben non, en fait, on va ça ne marche pas. Alors, ça, les juges sont absolument intransigeants là-dessus. Et quand on fait un mail qui est bien écrit, il n'y a pas écrit avertissement dessus, mais il y a tous les reproches, il y a tout ce qui est dessus, les juges ont tendance à considérer que ce mail est un avertissement. Donc attention, en fin de compte, à la double sanction. Et si je reviens à la mise à pied disciplinaire, les vertus, c'est qu'en général, ça remet le salarié géré dans le droit chemin. Et si ce n'est pas le cas, quand vous arrivez sur un licenciement pour motif disciplinaire et que vous avez déjà fait une mise à pied disciplinaire l'année d'avant ou quelques mois avant, c'est beaucoup plus facile au niveau du dossier. On dit, attends, on t'a déjà prévenu, on t'a mis à pied, on t'a fait, alors, bien sûr, il y a aussi les avertissements, tu récidives, et donc on est obligé aujourd'hui de passer à l'étape supérieure qu'on va voir maintenant, c'est justement le licenciement pour motif disciplinaire. Voilà, il est très important, même indispensable, de maîtriser la procédure parce que ça peut remettre en cause, ça peut faire tomber toute la sanction. Donc, on va faire un petit focus sur la mise à pied conservatoire. La mise à pied conservatoire, c'est une mesure provisoire qui est immédiate et préventive, qui est prise par l'employeur lorsqu'un salarié est accusé de faits d'une gravité suffisante pour justifier une éventuelle sanction lourde ou en général un licenciement pour faute grave. Donc, c'est une sanction qui est importante, qui va être prise. Donc, ça nécessite d'indiquer au salarié qu'on ne peut pas le maintenir dans son poste en attendant cette prise de sanction. C'est donc une mesure immédiate qui n'est pas rémunérée. Si la sanction qui est prise est un licenciement, cette mise à pied ne sera pas rémunérée. Si une autre sanction est prise à l'issue de la procédure, cette mise à pied sera rémunérée. La durée doit être variable, mais elle doit être strictement limitée au temps nécessaire à la procédure disciplinaire.
l'obligation de l'employeur là-dedans, c'est d'informer clairement le salarié, donc par écrit. Généralement, et c'est possible de le faire, soit on fait une mise à pied conservatoire et ensuite on enclenche la convocation et toute la suite de la procédure qu'on va voir après, soit on remet les deux en même temps et on convoque le salarié en même temps qu'on lui dit « en attendant, tu restes chez toi ». Et ensuite, on doit engager rapidement la procédure disciplinaire et justifier de la gravité présumée des faits. Pour le salarié, son contrat de travail est suspendu sans rémunération. Il maintient ses droits à ancienneté. Et voilà, si la sanction est le licenciement, la mise à pied ne sera pas rémunérée. Alors, on va donner un petit focus sur la différence entre la mise à pied conservatoire et disciplinaire. Donc, vous aurez le support, hein, vous aurez tout le détail. Ce qu'il faut retenir, c'est vraiment la logique de la mesure. Si je suis en mise à pied conservatoire, ça veut dire qu'aujourd'hui, je ne sais pas encore la sanction qui va être prise. Tout à l'heure, je vous ai parlé des doubles sanctions. Là, ce n'est pas une double sanction. C'est je fais une mise à pied conservatoire et je vais prendre la sanction par la suite. Si je fais une mise à pied disciplinaire, là, j'ai choisi la sanction. La sanction, ce n'est pas un avertissement, ce n'est pas un blâme, c'est bien une mise à pied. Et donc, du coup, je fais un écartement temporaire du salarié en réponse à la faute. Vous voyez bien la différence, c'est ça la grosse différence qu'il y a entre les deux. Ça veut dire qu'il faut se poser des questions par rapport à la sanction. Est-ce que je suis sûr de vouloir sanctionner et du coup, est-ce que je me pose encore des questions et est-ce que je suis à la phase d'enquête? Dans ce cas-là, c'est conservatoire. Par contre, les faits sont établis. Ils sont assez graves pour faire une sanction. Dans ce cas-là, j'irai sur la mise à pied disciplinaire. Vous avez un peu le détail, donc vous le verrez sur le tableau. Par contre, ce qui attend le juge, c'est vraiment une justification de l'urgence de l'écartement. Donc, si jamais vous allez au prud'homme, pour une procédure menée sans délai dans le cadre de la mise à pied conservatoire. Et par contre, au niveau de la mise à pied disciplinaire, là, il faut vraiment avoir une motivation claire et proportionnée à la faute, et bien sûr que ce soit bien marqué dans la lettre de sanction. Alors, la procédure de licenciement disciplinaire. On devrait plutôt parler de procédure de sanction pouvant aboutir au licenciement. Pardon. La procédure commence par une convocation. Donc, on a vu mise à pied conservatoire ou pas, et convocation. La convocation, c'est donc le point de départ de cette procédure. Dès que l'employeur envisage une sanction, il doit convoquer le salarié par écrit en indiquant l'objet de l'entretien, c'est-à-dire qu'il envisage une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement, la date, l'heure et le lieu, et surtout, à ne pas oublier, le droit pour le salarié, lui rappeler qu'il a la possibilité de se faire assister par une personne de son choix interne à l'entreprise ou conseiller extérieur à l'entreprise en cas d'absence de CSE. En cas de faute grave, nous pouvons joindre la mise à pied conservatoire. Attention à deux choses. La forme, la convocation doit se faire par lettre recommandée ou avec accusé de réception ou remise en main propre contre signature. Si vous voulez remettre en main propre un courrier de convocation au salarié et qu'il refuse de la signer, il faut l'envoyer en recommandé avec accusé de réception. C'est ça qui donnera la force probante de la remise de cette convocation. Ensuite, le délai. Il faut laisser un délai d'au moins 5 jours ouvrables pleins entre la remise de la convocation et la date de l'entretien. C'est un délai impératif et un seul jour manquant peut affecter la procédure. Et surtout, la lettre de convocation ne doit pas préjuger de la décision, c'est-à-dire qu'on envisage une sanction, on ne licencie pas encore. C'est une erreur fréquente et à laquelle il faut faire très attention. En cas de faute grave, si la mise à pied conservatoire n'a pas encore été remise, la convocation peut aussi indiquer la mise à pied conservatoire en attendant l'entretien et la prise de décision. Ensuite, l'étape de l'entretien préalable, c'est le cœur humain et contradictoire de la procédure.
C'est un moyen d'échange, pas un tribunal. Donc, le but, c'est d'écouter le salarié, de lui présenter les faits qui lui sont reprochés et de recueillir ses explications. C'est un moment qui est délicat, qui peut être où les parties où vous pouvez être en tension forte. Et à ce moment-là, du coup, c'est quand même très important de garder son calme, de garder une posture neutre et factuelle, un ton posé, en ayant tous les éléments qui justifient cet entretien en tête. Voilà, donc l'employeur expose les faits et donne au salarié la possibilité de répondre, et ensuite, il prendra le temps d'analyser les réponses avant de passer à l'étape suivante. En pratique, quelques petits conseils. Ça peut être bien de préparer une fiche d'entretien avec les faits, les dates, les éléments du dossier pour avoir tout à portée de main. Ne pas interrompre le salarié, c'est important de le laisser, c'est un entretien contradictoire, donc c'est important de le laisser s'exprimer, même si vous, dans votre tête, vous avez déjà fait votre chemin, il faut quand même lui laisser la possibilité de s'expliquer. Éviter toute remarque personnelle, on est bien dans un cadre strictement professionnel et ce sont des motifs uniquement professionnels qui doivent justifier cette procédure. Et surtout, qui est fréquent aussi, il ne faut pas annoncer la décision pendant l'entretien. Même si, selon les faits, ça paraît irréfutable, logique et tout ce qu'on veut, que la personne soit licenciée ensuite, il ne faut pas l'annoncer pendant l'entretien. Ça, c'est très, très important. Voilà, c'est souvent assez difficile. On est en plein d'entretien, mais dites-vous que c'est souvent remis en cause si jamais ça va au prud'homme. C'est une des causes, en fin de compte, qui permet de casser en fin de compte le licenciement par rapport à ça. Voilà. Ensuite, l'étape de la notification. Donc là, on a fait l'entretien. Vous avez pris au moins 2 jours ouvrables pleins pour réfléchir aux explications qui vous ont été fournies par le salarié. Et là, vous pouvez notifier votre décision. Donc là, une fois de plus, on formalise la décision par écrit, adressée en recommandé, c'est très important, en respectant le délai obligatoire de 2 jours ouvrables entre l'entretien et la notification. Le contenu de la notification est très important parce qu'il doit énoncer clairement les faits reprochés avec les dates précises, les exemples concrets, tout ce qui a été dit pendant l'entretien. Il faut faire très, très attention à la formulation et être extrêmement rigoureux, éviter les motifs flous, préférer les faits concrets, datés, qui peuvent être vérifiables, parce que la notification du licenciement fixe les limites du litige. Donc, tout ce qui n'a pas été prévu dans le courrier de notification ne peut pas être invoqué ensuite. Voilà. Et ensuite, alors la procédure est terminée. Donc, vous notifiez le courrier au salarié, vous lui envoyez par courrier recommandé. Si on est en présence d'un licenciement disciplinaire, mais hors faute grave, ça marque le début la première présentation du courrier recommandé marque le début du préavis. Si on est en présence d'une faute grave ou lourde, c'est l'envoi de la notification qui marque la fin du contrat de travail. Voilà. Dernière étape, la procédure juridiquement est terminée, mais dernière étape qui est importante au cas où, selon les circonstances du litige avec le salarié, c'est de sécuriser le dossier en cas de contentieux prévisible. Donc, conserver tous les éléments de preuve, archiver les convocations, éventuellement le procès-verbal d'entretien que vous auriez pu faire, la notification du licenciement avec les preuves, excusez-moi, avec les preuves de réception des courriers par le salarié. Il faut vraiment tout conserver.
parce qu'en cas de litige, c'est l'employeur qui doit prouver la réalité des faits et la régularité de la procédure. Donc, un dossier complet et chronologique, c'est votre meilleure défense devant un conseil de prud'homme. Et même en interne, c'est une bonne pratique parce que ça permet d'assurer la cohérence disciplinaire d'une année sur l'autre, de constituer un dossier, d'éviter les décisions à chaud qui peuvent coûter cher. Donc voilà, un petit récap des bonnes pratiques pour un licenciement disciplinaire. C'est un véritable parcours balisé et si on respecte chaque étape, qu'on sécurise bien la décision, on évite qu'un licenciement légitime se transforme en cauchemar prud'homal. Voilà, donc même avec la meilleure rigueur du monde, on peut être amené à faire des erreurs en tant qu'employeur et donc Jean-Marc va nous parler des erreurs fréquentes et à éviter surtout. Peut-être avant, parce qu'il y a un certain nombre de questions juste avant d'attaquer les erreurs fréquentes. Je crois qu'il y a quelques questions sur lesquelles on va peut-être pouvoir répondre avant d'attaquer la dernière partie, donc les erreurs fréquentes, et puis on a pris quelques cas pratiques. Il y a une question qui est revenue déjà 2 fois par rapport au règlement intérieur dans les petites sociétés. Est-ce que le fait de ne pas avoir de règlement intérieur, ça veut dire qu'on ne peut pas sanctionner les salariés? Bien sûr que si. La seule chose qu'il y a, c'est que quand on est… alors, je prends une entreprise de 15 salariés, donc pas de règlement intérieur. Tout ce qui va être du pénal, par exemple, si jamais j'ai du harcèlement fort, si jamais j'ai des choses, je n'ai pas de problématique parce qu'en fin de compte, j'ai d'autres textes et j'ai des textes, en fin de compte, légaux qui font qu'on est vraiment en infraction et on va pouvoir sanctionner le collaborateur. Par contre, par rapport à des bonnes pratiques de l'entreprise, ça va être beaucoup plus compliqué à gérer parce que je n'ai pas de règlement intérieur qui vont me dire, en fin de compte, ce qu'il faut que je fasse. Et surtout, je n'ai pas une gradualité des fautes à mettre en place. C'est pour ça que nous, on conseille systématiquement de faire un règlement intérieur, même si vous avez un seul salarié ou 2 salariés, il faut le faire parce que ça permet au moins d'avoir, c'est pas très complexe, mais au moins d'avoir les règles à bien respecter. Alors, la problématique du règlement intérieur, c'est qu'il faut le déposer. Il y a tout un processus à respecter. Il y avait une autre question qui était le salarié qui ne vient plus. Est-ce qu'on peut établir une présomption de démission? Oui ou non? Alors, oui, mais il y a des délais à respecter aussi. C'est un peu c'est pour ça que tout à l'heure je parlais de faute grave. Jusqu'à il y a peu de temps, l'abandon de poste, le salarié qui ne vient plus travailler, était considéré comme faute grave. L'abandon de poste était une faute grave qui pouvait donner lieu à un licenciement pour faute grave et donc à indemnisation chômage pour le salarié. Excusez-moi. Aujourd'hui, le salarié qui ne vient plus travailler ne peut pas plus être immédiatement licencié pour faute grave. On a une procédure à respecter particulière, c'est-à-dire qu'il faut le mettre en demeure par courrier recommandé de reprendre son poste et laisser passer un certain délai de minimum 15 jours. Et s'il ne se manifeste pas, là, on peut présumer une démission. Mais encore, il faut acter et c'est pas aussi simple que ça. Mais oui, effectivement, on peut présumer une démission. Alors, la question qui fait assez régulièrement la différence entre le blâme et l'avertissement, ça, c'est le règlement intérieur qui va prévoir, en fin de compte, un échelonnement, en fin de compte, entre je fais un avertissement, après je fais un blâme, etc. Ça n'a pas vraiment d'intérêt, à mon sens. Alors, je sais que les purs juristes vont dire si, il y a quand même réellement un intérêt là-dessus. C'est vrai que quand on veut graduellement, en fin de compte, sanctionner des collaborateurs, mais on voit ça plutôt dans les grands groupes, ça permet en fin de compte d'avoir une échelle de sanctions. Mais sinon, en fait, la différence, elle est prévue, je ne sais pas ce que tu en penses, mais pour moi, c'est prévu dans le règlement intérieur, mais il n'y a rien de particulier entre le blâme et l'avertissement. N'oubliez pas que l'avertissement, à partir du moment où je fais un mail ou je fais quelque chose, ça peut être considéré comme un avertissement. Le blâme, il faudra quand même marquer que c'est un blâme et c'est une sanction au niveau du blâme.
Il y a une autre question où on nous demande si la mise à pied conservatoire, on nous dit la mise à pied conservatoire n'est donc pas une sanction. Effectivement, la mise à pied conservatoire, c'est pas une sanction. La mise à pied conservatoire, elle est donnée en cas de présence de faute grave qui rend impossible le maintien du salarié dans son poste. Et donc, c'est une attente, c'est un laps de temps qui est en attente de prise d'une sanction. La mise à pied disciplinaire est une sanction, la conservatoire est en attente de prise d'une sanction. C'est-à-dire que si la sanction n'est pas prise, on doit payer les salariés, on doit faire tout le… On annule en fin de compte puisque ce n'est pas une sanction. Est-ce qu'on peut doubler la décision par mail? Pourquoi pas, mais c'est l'envoi du courrier, c'est l'envoi de la notification de la sanction qui fait foi. Alors, la problématique des preuves, il y avait une question, c'est dur de garder des preuves quand il n'y en a pas. Quand il n'y a pas de preuves, attention au niveau, la façon dont vous allez rédiger le dossier. C'est pour ça aussi que de temps en temps, on préfère aller sur une rupture conventionnelle, parce que justement, on a tout ce qu'il faut, et puis après, il va y avoir une discussion au niveau du salarié. Puisque si vous n'avez pas de preuves et si vous n'avez pas un dossier solide, dites-vous que de toute manière au prud'homme, ça va être très compliqué à gérer et prouver en fait, la décision que vous avez prise. On a une autre question. Est-ce que dans l'exposé des faits, vous conseillez de citer des noms de clients? Problème RGPD. Alors, un nom d'entreprise, je ne pense pas, pour le coup, que ce soit problématique. En revanche, personnellement, j'aurais tendance à donner tous les éléments, à cibler. Enfin, la faute est une faute dans le cadre d'une activité professionnelle, peut-être qui est liée à un client ou un fournisseur ou autre. J'aurais tendance à ne pas afficher le nom dans le courrier parce que ça n'a pas lieu d'être. En revanche, de bien expliquer quel était le contexte et de garder les preuves avec les noms, voire des mails du client en question ou du fournisseur en question pour, en cas de contentieux, produire le document. Mais j'indiquerai pas nécessairement le nom du client dans le courrier de notification. Je ne sais pas ce que tu en penses, Jean-Marc. Par contre, dans le courrier d'avertissement, là, donnez bien tous les éléments que vous pouvez avoir derrière. Quand vous faites l'avertissement, il faut que ce soit très factuel. En fait. Et là, ça reste un courrier interne, de toute manière. Et la dernière question, avant d'attaquer la suite, pour une faute lourde, c'est la date d'envoi de la notification qui marque la fin du contrat, pas la date de présentation du recommandé. Oui, comme en présence de faute grave, c'est la date d'envoi du courrier qui marque la fin du contrat de travail, puisqu'il n'y a pas de préavis, et que dans le cas d'un licenciement pour cause réelle et sérieuse, donc faute simple, en fait, on part de la réception de la première présentation du courrier de notification. Ce point de départ marque le début du préavis. Dans les deux autres procédures, comme il n'y a pas de préavis, c'est l'envoi qui fait foi. Alors, il y a d'autres questions, mais on va quand même continuer un petit peu la présentation, puis on regardera si on a encore le temps de répondre aux questions. Donc, les erreurs fréquentes que l'on rencontre au niveau des licenciements disciplinaires. On a déjà répondu à un certain nombre de questionnements sur le sujet. Et la première, c'est le manque de preuves. Les témoignages oraux ou impressions ne suffisent pas. Il faut des preuves écrites, datées et objectives. N'oubliez pas qu'il faut du factuel. Quand vous allez passer au tribunal, c'est du factuel. Motifs flous ou mal formulés. L'expression vague comme perte de confiance sont insuffisantes. C'est là où on ne met peut-être pas les noms du client dans la notification elle-même, mais par contre, vous avez tout le dossier avec réellement des cas très précis. Dites-vous que si jamais vous dites les clients sont mécontents, ça ne tiendra jamais devant un juge. Par contre, voilà la liste des clients mécontents, et ça, bien sûr, vous avez le dossier, et même si ce n'est pas dans le courrier, vous avez en fin de compte toutes les preuves derrière. N'oubliez pas d'ailleurs qu'au niveau du courrier d'avertissement, de la notification, il faut quand même qu'il y ait tous les éléments dans la notification. C'est-à-dire que même si jamais vous ne citez pas exactement les noms, mais tous les faits doivent y être, puisque vous ne pouvez pas ressortir par la suite des choses que vous n'avez pas marquées dans votre notification.
Alors maintenant, il y a un délai sur lequel vous pouvez rectifier, rajouter certains éléments, mais qui sont directement liés à la notification. Vous avez l'entretien, vous faites la notification, vous ne pouvez pas rajouter des faits qui n'ont pas été vus pendant l'entretien. Attention à ça, parce que ça aussi, c'est une cause de remise en cause. Le non-respect des délais, qui m'a insisté sur le processus et sur le process, il faut respecter les dates. Et attention, quand on parle de 2 jours, c'est pas un jour, c'est 2 jours minimum, donc on peut aller plus, mais attention au niveau des décisions trop rapides et qui ne respectent pas les délais minimums. L'incohérence disciplinaire, quand vous sanctionnez un salarié pour un comportement toléré chez d'autres, alors là, ça ne fonctionne pas. Et puis le défaut d'accompagnement managérial, les managers, s'ils sont mal formés ou en tous les cas, s'ils sont trop isolés, on trouve des contentieux, bien sûr, involontaires. Et surtout, on se retrouve sur des cas qui tournent au harcèlement. Donc attention, parce que c'est souvent la réponse qui est faite au niveau des salariés, c'est que ce n'était pas du disciplinaire, c'est que j'étais harcelé en fin de compte par mes managers. Donc tout ça, il faut bien sûr avoir toutes les pièces pour défendre les cas. Je précise un petit point sur les délais, parce que j'ai eu une question à laquelle j'ai répondu dans le chat. Pour l'envoi de la convocation, effectivement, si on l'envoie en recommandé, il faut prévoir, pour fixer la date d'entretien, il faut prévoir le délai postal. Parce qu'effectivement, si le courrier met 3 jours à arriver, ça veut dire que le salarié va avoir connaissance de sa convocation, mais va n'avoir que 2 jours. Et les délais de la poste peuvent affecter la procédure. Donc, si vous faites une remise en main propre contre signature, là, vous prévoyez les 5 jours ouvrables, pleins. Et si vous envoyez par recommandé, moi, je préconise, en tout cas, c'est ce que moi je fais, de prévoir 1 jour ou 2 pour absorber les délais postaux. On va voir quelques cas particuliers et quelques exemples, en fin de compte, très pratico-pratiques. Alors, une PME décide de licencier un commercial pour insubordination après plusieurs refus d'appliquer les directives de son manager. L'entreprise n'a pas de trace écrite, juste des échanges verbaux et le ressenti du supérieur hiérarchique. Le salarié conteste et le juge lui donne raison. Pourquoi ? Alors, hop. Eh bien, parce que la charge de la preuve repose sur l'employeur, et donc sans mail, sans avertissement écrit, sans témoin formalisé, la faute n'est pas prouvée. Donc, ça répond à la question qu'il y avait dans le chat tout à l'heure. Difficile de réunir des preuves quand on n'en a pas. Du coup, s'il n'y a pas de preuves actées et des éléments vérifiables, le licenciement, s'il y a licenciement, il pourra être jugé sans cause réelle et sérieuse avec indemnité à la clé. Donc, toujours formaliser les faits dès le premier incident. Un mail de recadrage vaut mieux qu'un souvenir imprécis et qu'un licenciement ou une sanction sans fondement fixe et solide. Alors, vous voyez que c'est une jurisprudence qui date de 87, mais c'est une jurisprudence qui a toujours été constante à ce niveau-là. La situation 2, donc c'est dans une grande entreprise qui licencie une cadre pour comportement inadapté et perte de confiance. La lettre est rédigée rapidement, sans détailler les faits précis reprochés. Donc, en audience, l'employeur tente d'ajouter des exemples concrets pour justifier sa décision, mais le juge refuse d'en tenir compte. Alors, pourquoi ? C'est déjà ce qu'on a un petit peu vu. C'est que ce qui n'est pas écrit dans la lettre de licenciement ne peut être invoqué par la suite. J'en ai parlé il y a quelques minutes. Et résultat, le licenciement est requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Donc, vraiment, ce qu'il faut retenir, c'est que la lettre de licenciement fixe les limites du litige. Chaque mot compte, chaque fait doit être vérifiable, sans précision apportée dans un délai de 15 jours. Alors, c'est les nouvelles règles, ça, c'est que maintenant, on a 15 jours pour apporter des précisions, pas pour la changer. On ne rajoute pas de motif, on peut juste ajouter des précisions.
Et donc ça, c'est aussi une cour de cassation qui est assez ancienne, puisqu'elle date de 90, mais ça a été remis encore à l'ordre du jour. Et puis à chaque fois, on raconte les différents arrêts de la cour de cassation où la jurisprudence vont toujours dans ce sens. Dernière situation, évidemment, il peut y en avoir, il y a autant de cas et de situations que d'interprétations et de pratiques possibles. Un salarié qui a convoqué un entretien le 10 mars pour un entretien prévu le 13. Problème, le délai de 5 jours n'est pas respecté. L'entreprise pensait que 3 jours, c'était suffisant puisque le salarié était disponible. Attention, pour la loi, le délai est impératif, sans exception. Donc, dans ce cas-là, d'office, le licenciement est entaché d'irrégularité de procédure et l'entreprise, évidemment, si un contentieux est lancé, il y a de fortes chances que ce soit le cas, l'entreprise devra verser une indemnité spécifique, même si la faute était réelle. Donc, en fait, les délais légaux ne sont pas des formalités, c'est bien des garanties de droit. Et un jour manquant peut coûter assez cher à l'entreprise. Donc, ces 3 exemples montrent bien que les erreurs les plus lourdes ne viennent pas forcément du fond, mais souvent de la forme. Les délais, les preuves, les phrases mal tournées. Voilà. Mais l'avantage, c'est que toutes ces erreurs sont facilement évitables à condition d'avoir les bons réflexes et de sécuriser sa pratique au quotidien. Dites-vous bien une chose, c'est que quand on va sur du disciplinaire, on a quand même de fortes chances de se retrouver au prud'homme. Et on le voit sur beaucoup de cas, c'est que, en fait, parce que le salarié lui-même se sent lésé et du coup va souvent aller au prud'homme et on va souvent avoir des problématiques de forme, en fin de compte, par rapport à ça. Donc, au niveau du licenciement disciplinaire, les bonnes pratiques, c'est donc de réagir à chaud, agir à froid. Donc, vous recadrez le salarié pour le manque de cadre, surtout si vous avez le règlement intérieur, comme on l'a dit. Par contre, il faut prendre le temps de vérifier les faits et avant toutes les sanctions et de monter le dossier. Toujours conserver une trace écrite, documenter chaque étape avec les mails, les notes, les entretiens. Et dites-vous que, en fait, vous avez un salarié sur lequel vous avez fait un avertissement peut-être il y a 5-6 ans. Et puis, globalement, alors je sais qu'on peut s'en servir parce qu'il y a des prescriptions, mais si globalement, en fin de compte, on prouve que ça revient et que on a fait des sanctions, on a fait des avertissements et on a un dossier qui est complet, en fin de compte, on va pouvoir se servir complètement de ce dossier pour arriver au licenciement disciplinaire. Du jour au lendemain, il n'y a jamais eu de sanction, il n'y a jamais rien eu, vous licenciez quelqu'un, à moins que ce soit vraiment une faute très grave ou une faute grave. La problématique, c'est que c'est remis en cause par le juge. Et, vous l'avez vu dans les jurisprudences qu'on a pu vous citer, mais il y en a pas mal, où à chaque fois, en fait, il n'y a pas d'antécédent et que la sanction est disproportionnée, le licenciement est disproportionné par rapport à la faute commise. Faites valider la procédure, restez jamais seul, donc vous faites relire les documents entre RH, juristes, avec des conseils comme nous, mais en tous les cas, il y a toujours cette regard croisé. Nous-mêmes, c'est ce qu'on fait en interne quand on fait pour des clients. Systématiquement, on essaie d'avoir des regards croisés parce qu'on sait que c'est source de contentieux. Et puis, former les managers des entreprises, vraiment former vos managers pour les sensibiliser aux règles disciplinaires et comment, en fin de compte, que les remarques qui puissent être faites soient efficaces, crédibles. Il y a une chose dont on n'a pas parlé parce qu'on dans les sanctions, mais on le remarque assez souvent, parce qu'on parlait des problématiques en fin de compte de la répétition des fautes. Servez-vous des entretiens annuels. À partir du moment où vous avez un entretien annuel sur lequel il est fait rapidement par le manager et chaque année on dit le salarié et les exemplaires, j'exagère mais à peine parce qu'en fin de compte le manager n'a pas trop de problématiques. Il sait très bien qu'il a plein de choses à reprocher aux salariés, mais chaque année, en fin de compte, on a l'entretien annuel sur lequel c'est exemplaire. Le salarié a eu toutes ses augmentations et eu toutes ses primes. Même si vous n'en étiez pas très content, en fin de compte, vous n'avez pas fait de remarques, vous dites, allez, bon, je laisse couler et on y va. Quand vous allez prendre une sanction, lui va ressortir tout ça. Il va dire, mais attendez, vous me reprochez quelque chose, regardez, je sors les entretiens, tout s'est bien passé, vous m'avez augmenté, j'ai eu des primes.
Et là, c'est très difficile à prouver, en fin de compte, que vous étiez mécontent, qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas avec le salarié. Et on le voit avec des salariés avec qui ça ne va pas. Hein. Le salarié va pas ça va pas bien, il n'est pas dans le cadre, mais on continue quand même à lui faire des bons entretiens, parce que les managers qui le font, en fait, ne veulent pas avoir de problème, et à lui verser ses primes ou ses augmentations. Et puis garder surtout la dimension humaine. Le but, c'est pas de punir, hein, mais de rétablir des règles et en fin de compte que l'entreprise puisse fonctionner correctement. Hein. Donc attention au harcèlement là-dessus. Par contre, privilégiez toujours la transparence et le dialogue. Hein. Et du coup, ça permet réellement de renforcer la légitimité de la décision. On arrive à la fin, donc question-réponse, conclusion. Conclusion, voilà, les grandes idées, c'était que d'abord, le règlement intérieur, c'est quand même le socle du disciplinaire. Sans cadre clair, si on n'annonce pas les règles du jeu, c'est difficile de les sanctionner, pour faire simple. Ensuite, la qualification de la faute qui doit être juste et proportionnée. La procédure qui doit être juridiquement irréprochable sur les délais, on vient de le voir. Et enfin, la traçabilité et la cohérence qui sont vos meilleurs boucliers en cas de contestation. Je vois dans le chat qu'il y a des questions. Et je vois une question. J'ai un salarié qui ne va chercher aucune lettre recommandée avec accusé de réception. Comment lui faire savoir qu'il est convoqué à un entretien préalable s'il refuse la remise en main propre? En fait, peu importe. Le salarié, quand on parle bien de première présentation du courrier. On n'a pas dit qu'il le prenait. On a dit que le facteur arrive à la maison, sonne, et veut lui remettre son courrier. S'il n'est pas là ou qu'il ne va pas chercher son courrier, le courrier va à la poste et tant pis, il n'est pas allé le chercher, mais il a été présenté. Donc, vous pourriez, soit vous partez du principe qu'il l'a reçu, tant pis qu'il ne soit pas allé le chercher, et ça n'affecte pas la suite de la procédure, soit vous pouvez compléter avec un mail, effectivement, pour lui dire on t'a envoyé un recommandé, va le chercher, on t'attend tel jour, vous lui rappelez par mail. Mais le fait que le salarié n'aille pas chercher son recommandé, surtout si on est en présence d'une faute, ça n'affecte pas la procédure. C'est juste que du coup, il n'est pas allé chercher son courrier sous réserve que vous ayez vérifié que vous aviez les bonnes adresses, qu'on est bien dans les clous, qu'il aurait eu la possibilité de l'avoir. Mais s'il ne va pas le chercher, ça n'affecte pas la procédure. Vous continuez. Juste, il n'y aura pas d'explication et d'entretien contradictoire. Et vous le notifierez bien dans la notification en disant « Nous vous avons convoqué le temps, entretien auquel vous ne vous êtes pas présenté. Nous avons donc pris la décision de vous licencier. » Il y a quelques questions sur les motifs de licenciement. Est-ce qu'on est obligé de mettre dans le courrier? Oui, hein, bien sûr, dans la notification, il faut le motif. Hein. On peut pas sanctionner sans en dire le motif. Hein. Donc ça, c'est vraiment important. Hein. Quel que soit le motif du licenciement d'ailleurs, qu'il soit disciplinaire ou non disciplinaire, parce que l'employeur est-il obligé d'indiquer un motif de licenciement s'il ne s'agit ni d'une faute simple, ni grave, ni lourde? Ça veut dire que ça peut être une cause réelle et sérieuse. Par exemple, on est hors disciplinaire là. Mais par exemple, une insuffisance professionnelle, on embauche quelqu'un, dans l'année qui suit, on a fini la période d'essai, on se rend compte que en fait, il y a des tas de choses qui ne vont pas. C'est pas forcément une faute, mais on peut quand même, après discussion, observation, on peut se séparer de lui. Par exemple, pour insuffisance professionnelle, on n'est pas dans un motif disciplinaire et pour autant, dans tout licenciement, il faut bien entendu indiquer un motif. S'il n'y a pas de motif et qu'on veut se séparer de quelqu'un, et que cette personne est d'accord, c'est une rupture conventionnelle. On s'oriente plus vers une rupture conventionnelle que vers un licenciement. Le licenciement suppose un motif clair, vérifiable, qu'on soit dans un disciplinaire ou pas disciplinaire. Il y a beaucoup de questions. On va pas pouvoir répondre à tout. Oui, ça va être compliqué de répondre à tout. Oui. Merci en tout cas Jean-Marc et Kim pour le décryptage et la clarté de votre présentation. Effectivement, on a beaucoup de questions et vous avez déjà répondu à pas mal de questions dans le chat. Je tiens quand même à préciser que si vous souhaitez avoir
plus d'explications de la part de nos experts, vous avez un bouton prendre rendez-vous avec nos experts pour présenter vos cas plus particuliers et avoir un accompagnement un peu plus poussé. Est-ce que vous voulez qu'on prenne une dernière question, Jean-Marc et Kim? On peut en prendre une, oui. Je regarde les dernières. Alors, si, il y a quand même quelques questions sur est-ce qu'on peut lancer une procédure de licenciement même si le salarié est en accident du travail. Il y en a une autre sur le salarié absent. C'est vrai que à partir du moment où en fait le salarié n'est pas là pour une raison ou pour une autre, est-ce qu'on va pouvoir le licencier? Et ça, c'est des questions qui viennent assez régulièrement. Mais il y a deux cas de figure. Il y a le cas de figure où le salarié était là, il a fait la faute, il a fait le truc, et puis après il se met en arrêt, ou alors il sait qu'on va le licencier et il se met en arrêt. Jean-Marc a eu un petit souci technique. Bon, je ne sais pas s'il revient, mais du coup, je vais répondre à la question. Un salarié qui... Oui, alors, un salarié qui est... On t'a perdu, Jean-Marc. Oui, ça y est, je suis revenu. Du coup, j'allais répondre à ta place. Un salarié qui est absent pour accident, maladie, mais qui a commis une faute avant, peut bien entendu être sanctionné pendant qu'il est en arrêt si la sanction ne résulte pas, si on ne sanctionne pas son absence. Si on ne sanctionne pas son absence, son accident, sa maladie, mais qu'on sanctionne bien la faute qu'il a commise avant, là oui, on peut. Mais il faut faire hyper attention à la rédaction et justement, surtout si on a une faute et que le lendemain ou l'après-midi même, il fait une faute le matin, l'après-midi, il est en arrêt, le premier jour est considéré comme un arrêt, donc la faute est faite le même jour. Donc l'importance de préciser les heures est essentielle. Il faut vraiment, on peut donc sanctionner quelqu'un qui n'est pas là. Allô, allô, vous êtes revenu? On a eu encore un souci. Je pense que ça veut peut-être dire que... Ça veut peut-être dire qu'on arrive au bout. Voilà, ça veut peut-être dire qu'on arrive au bout. En tout cas, excusez-moi. Alors, n'hésitez pas. Ces petits soucis de technique. On va conclure rapidement. Donc, notre modératrice Aurélia l'a précisé dans le chat. La présentation sera disponible en replay et le support sera téléchargeable. Et écoutez, il ne nous reste plus qu'à vous remercier Jean-Marc et Kim ainsi que nos inscrits pour cette matinale et à vous souhaiter une très belle journée.